dans ces combats. Je vous ai dit qu'on parlera de la corruption en République démocratique du Congo. Le dernier rapport de Transparency International qui a été publié il y a quelques semaines, la République démocratique du Congo se place au 170e position sur 179. Mesdames et messieurs, retenez les chiffres. Aujourd'hui, la RDC est parmi le 10e pays le plus corrompu au monde. On a régressé des 2 rangs par rapport au rapport de 2019. En 2019, nous étions à la 168e place. Pourquoi nous avons régressé et quels sont les moyens aujourd'hui pour lutter, pour éradiquer la corruption en République démocratique du Congo? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Nos invités que je vais demander à venir. Je vais commencer par M. Victor Batoubenga, que je vais demander de me rejoindre sur ces plateaux. Il va venir. Et comme à l'accoutumée, on commence toujours par là. Voilà. Le geste barrière, n'oubliez pas que la Covid-19, le coronavirus vit avec nous en République démocratique du Congo et nous devons respecter le geste barrière. Ce n'est que de cette façon-là que nous allons éradiquer cette maladie. Ce n'est que de cette façon-là que nous allons sortir du coronavirus. M. Batoubenga, bonjour. Merci. Prenez place, hein. Vous allez bien? Oui, merci. Vous êtes inspecteur général de finances, chef des services adjoints. Oui, vous pouvez enlever votre masque, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais un peu me séparer de vous. Voilà. Je disais, vous êtes inspecteur général des finances, chef de service adjoint, c'est-à-dire la deuxième personnalité de l'IGF. D'abord, la première question, comment se porte l'IGF? L'IGF se porte mieux aujourd'hui que par le passé. Je crois que ce n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, partout, on parle de l'IGF. Et on ne peut pas ne pas se demander pourquoi est-ce qu'il en est aujourd'hui et pas plus qu'hier. Je crois que c'est quand même l'occasion pour moi de jeter les fleurs au président de la République. Hein, parce que c'est vrai que l'inspection générale des finances a une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics. Vous savez, vous pouvez beau avoir une compétence générale, si chaque fois que vous devez agir, on vous dit vous ne devez pas aller à gauche, vous ne devez pas aller à droite, en tout cas, vous ne pouvez pas avancer. Mais en tout cas, le chef de l'État a fait en sorte qu'aujourd'hui, que l'inspection générale des finances a accès partout et peut contrôler partout. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, il n'est un secret pour personne que les services publics ont toujours eu un grand problème de moyens, des moyens d'action. Et je crois que le problème a été posé au président de la République qui y a été sensible, de telle sorte qu'en septembre de l'année passée, par l'ordonnance 20-137B, il a pris une décision, il a autorisé que désormais, de la même façon que les régies financières ont une rétrocession mensuelle qui leur permet d'agir dans leurs sphères d'activité, de la même façon, l'inspection générale des finances aujourd'hui bénéficie d'une rétrocession. De telle sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule mission de l'inspection générale des finances qui se paye sans paiement de frais d'émission, ce qui n'est pas le cas dans le passé. Alors, nous vous avons invité sur ce plateau. C'est vrai, vous êtes chef des services adjoints à l'inspection générale de finances, la deuxième personnalité de l'IGF. Ce n'est pas vraiment pour parler de l'IGF, ce sera pour parler du rapport Transparency International. L'IGF est là, l'IGF a pris possession, vous avez pour mission du contrôle des finances publiques, de biens de l'État et tout. Mais bon, nous continuons à être, aujourd'hui, nous sommes le 10e pays le plus corrompu au monde. C'est-à-dire que rien n'a changé. Bon, je crois qu'on peut
lorsqu'on se retrouve devant une situation, devant un verre dont le volume est occupé à moitié par un liquide, il y a 2 actions possibles, 3 même. Vous pouvez vous concentrer seulement sur le côté vide du verre. Vous allez dire le verre il est à moitié vide, auquel cas on vous taxera de pessimiste. Tout comme vous pouvez vous concentrer exclusivement sur le côté plein du vide, vous serez taxé d'optimiste à outrance. Mais une possibilité, c'est d'être équilibré, de voir aussi bien le côté vide du verre que le côté plein du verre. C'est vrai que l'information que nous avons, que la RDC est régressée de 2 positions, c'est une nouvelle inquiétante. Mais au-delà de ça, la question c'est de savoir qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour qu'il n'en soit pas ainsi. Justement, je vais vous arrêter là, parce qu'on aura à en parler dans cette émission. Qu'est-ce qu'il est fait aujourd'hui? Parce que à lire ces rapports nous disent tout simplement que la corruption a encore de beaux jours en République démocratique du Congo. Le procès a commencé, hein? Oui. L'inspection mais au moins, vous savez, quand vous êtes un contrôleur, vous faites un travail et que la justice. C'est l'équipe que on va très vite refermer. Oui. En tout cas, ça ne peut que nous réjouir. Ça nous encourage dans le travail que nous faisons. C'est un élément motivateur pour le travail de l'inspection générale des finances. Donc, satisfait que la justice ait commencé le procès. Mais on attend, on espère bien que les personnes que les gens attendent devant le juge, ils iront devant le juge. Le plus long voyage commence toujours par un pas. Merci beaucoup. Allez, deuxième invité dans cette émission, il s'appelle Jean-Pierre Passy Zapamba. Il est député national, il est président du réseau de parlementaires africains contre la corruption. Qu'est-ce qu'ils font, les députés nationaux? Je vais faire la même chose tout à l'heure avec ce que je fais. Les gestes barrières. Merci beaucoup. Toujours, c'est très important. Voilà. Allez. Assurer la protection mutuelle. Oui, je ne voudrais pas qu'après cette émission, qu'on me dise que M. Passy est tombé malade. Non. M. Jean-Pierre est tombé malade. Il faudrait que je m'assure. Voilà, c'est pour vous. Merci beaucoup. Comment vous allez prendre place, hein? Oui. Le réseau africain contre la corruption. Vous êtes député national. Vous autorisez, oui. Je vous en prie. Voilà. Vous êtes président du réseau parlementaire africain contre la corruption, c'est ça? Oui, c'est APNAC en sigle. C'est un réseau qui réunit essentiellement le parlementaire. Je voudrais dire les sénateurs, les députés nationaux, les députés provinciaux, en fonction ou honoraire. C'est une initiative mondiale qui est gérée au niveau mondial par la structure qu'on appelle GOPAC. Mais en Afrique, on appelle ça APNAC, en anglais, African Parliamentarians Network Against Corruption. Et en français, Réseau de parlementaires africains contre la corruption. Et en République démocratique du Congo, nous avons un chapitre du réseau de parlementaires africains contre la corruption et qui comprend à l'heure actuelle environ 120 députés sur 500 qui ont adhéré depuis la rentrée de 2019 et qui ont pour mission essentielle, étant donné que le Parlement a 2 missions prioritaires, le vote de loi, le contrôle, parce que tout à l'heure, j'ai suivi que nous avons à côté un contrôleur, mais celui-là, c'est le contrôle politique. Et l'APNAC, qui est une structure qui évolue au sein du Parlement, conformément au règlement intérieur, vient lui exactement renforcer le contrôle parlementaire et qui participe également dans le vote de loi, mais surtout de lois
relative à la lutte contre la corruption, parce que cela est sa spécialité. Monsieur Jean-Pierre Passy Zapamba, c'est votre 3e législature? Bien sûr que oui. Vous avez été élu, réélu et réélu, c'est-à-dire vous avez la confiance de la population. Si vous autorisez l'expression, depuis depuis 2006. Ça fait quoi, 20 ans que vous êtes député national? 15 non, ans? si vous faites la soustraction de 2006 à 2020, maintenant 21, je pense pas qu'on ait atteint 20 ans, donc ça fait 12 ans, plus cette législature, peut-être jusqu'à la fin, on va totaliser. Donc ça fera 17 ans pratiquement que vous, voilà. que vous serez au Parlement, que vous êtes au Parlement comme député national. Voilà. Le principe dans cette émission, je vous préviens, le principe dans cette émission, on se regarde dans les yeux, on se dit des vérités. Très bien. Et je suis habitué à ce genre de vérité, que d'ailleurs le corrupteur et le corrompu n'acceptent pas. La vérité. Ça, j'aime donc, bien. nous allons nous retrouver, nous dirons des vérités, et surtout celles qui fâchent. Parce que la corruption est la cause principale de la pauvreté et du sous-développement. Dites-moi, en tant que député national, je compte 5, 10, plus le 2, ça fait 12 ans. Vous êtes fier quand vous dites que la République démocratique du Congo est le 10e pays le plus corrompu au monde? En être fier signifie tout simplement ne pas aimer son pays, ne pas aimer. Vous vous sentez comment quand un rapport vous dit ça? On est mal à l'aise. On est mal à l'aise qu'on se rende compte que le pays qualifié potentiellement de riche, mais avec la population la plus pauvre, parce que si je te ramène encore sur la réalité de la circonscription électorale de Popo-Kabaka, de la province du Kwango, en pleine brousse, tu vas te rendre compte qu'ici, vous avez quand même l'électricité, vous avez un micro que vous pouvez utiliser, vous voyez un véhicule, mais la population qui se trouve à l'arrière-pays, qui n'a même pas le temps de nous suivre parce que même la RTNC n'est pas captée là-bas. Vous vous rendez compte dans quel état nous nous trouvons? Et tout ça à cause d'un individu, d'un groupe d'individus qui s'accaparent, n'est-ce pas, du gros lot des recettes publiques, des ressources publiques pour des intérêts égoïstes, alors qu'on devait servir l'intérêt général. Et nous, en tant que députés... À cause également du député national, du député sénateur national comme provincial, qui se fait corrompre également. Bien sûr, à cause du système en place. Parce que, quel que soit votre degré d'intelligence, quand vous arrivez dans un système corrompu, quels que soient les degrés de résistance, vous allez vous retrouver vous-même avec des efforts annihilés par les systèmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir en parler avec force, avec un président de la République qui prend l'engagement de lutter contre la corruption. Il prend l'engagement. Il démontre. Tout à l'heure, je venais de suivre l'inspecteur général adjoint de finances, chef de service adjoint, je crois, si je n'ai pas torpillé la présentation. C'est exactement ça. Il vient de dire que l'inspection a toujours existé. Mais c'est à peine que le peuple congolais se rend compte qu'il y a une inspection générale des finances. Cela veut dire quoi? C'est la démonstration de la volonté politique, non seulement la volonté politique, mais un engagement politique avec la décision de vouloir mettre le moyen à la disposition de cette inspection pour qu'elle fasse son travail. Et ce sont ce genre de choses dont nous devons parler et que nous devons encourager pour que l'on quitte cet état-là de 170e place, peut-être qu'on remonte un peu plus, parce que déjà en perdant 2 places, 168e, si demain, le lendemain, on peut se retrouver comme le pays scandinave, comme le pays, bon là je suis allé trop loin, en Afrique ici, le pays de l'Afrique australe, des pays comme le Botswana et tous les autres qui excellent aujourd'hui dans la gouvernance, dans la bonne gouvernance. C'est possible avec des hommes. Monsieur le chef des services adjoints, monsieur l'inspecteur général des finances, quand vous entendez le député dire ça, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous dites quoi en vous? C'est une interpellation, au moins qu'il parle de l'inspection générale des finances nous réjouit. Ça veut dire que le travail que nous sommes en train de faire, il a quand même de l'impact. Mais lorsque vous regardez la situation dans laquelle se retrouve le pays, vous vous demandez finalement qu'est-ce que nous allons léguer à la génération future. Et lorsque vous vous questionnez de cette façon-là, vous n'avez pas d'autre choix
que de tout faire pour lutter contre la corruption, contre le détournement des biens. Ce matin, on m'a envoyé une vidéo, là, enfin c'est du côté de Kingasani là-bas. Une maman, elle prend juste les têtes de poissons fumés. Elle écrabouille les têtes de poissons fumés et elle est en train de vendre ça à 300 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pleine ville de Kinshasa, il y a des gens qui sont incapables d'acheter du poisson. Et qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous vous dites non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Et que chacun, à partir de là où il est, il fasse tout pour que les ressources publiques servent la cause publique. Les choses doivent changer. Les ressources publiques servent la cause publique, mais cette corruption en RDC, c'est au vu et au su de tout le monde. Oui. Je parle de l'inspection générale des finances. Aujourd'hui, l'action de l'inspection générale s'inscrit dans la dissuasion. Nous avons reçu dernièrement à l'inspection générale des finances un DGA d'une entreprise publique. Et il nous dit, messieurs les inspecteurs, chefs de service adjoints, vous savez que moi, dans ma société, on me donne $1000 comme frais de loyer, alors que moi, je paye plus que ça. Et on lui demande, mais pourquoi est-ce qu'on vous donne seulement $1000? Il dit, mais en fait, on a peur de l'inspection générale des finances. On s'est dit, mais si on nous donne plus que ça, demain, l'inspection générale des finances va passer pour nous demander des comptes. Ça nous fait plaisir et ça nous pousse à aller au-delà. Je reviens à vous tout à l'heure. Laissez-moi vous présenter le troisième invité de cette émission, monsieur, mesdames, mesdemoiselles. Il s'appelle Georges Kapiama. Je lui demande de venir aussi. Georges Kapiama est de l'association congolaise pour l'accès à la justice. On l'invite dans cette émission en tant que société civile. Lui vient comme société civile. Voilà. On commence toujours par là. Et puis, n'hésitez pas à le faire chez vous. N'hésitez pas à désinfecter tout ce que vous devez toucher. Monsieur Kapiama, comment vous allez? Je vais bien, merci. Vous-même? Très bien. Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ. Bien sûr. ACAJ qui tire des sonnettes d'alarme tout le jour. Tout à fait. En tant qu'organisation citoyenne, nous exerçons notre contrôle citoyen. Voilà, c'est ça. Vous exercez votre contrôle citoyen, mais prenez place, Merci. Mettez-vous. Mais c'est quoi le rôle que vous jouez exactement? Parlons de la corruption. C'est quoi le rôle que vous jouez exactement? Produire de communiqués, on le voit dans les réseaux sociaux, tout le monde vous l'a dit. Produire des communiqués, point barre. C'est quoi le rôle que vous jouez exactement? Bon, d'abord, permettez-moi de saluer mes co-débatteurs de ce jour. Il y a l'IGF, chef de service adjoint, l'honorable Jean-Pierre Passy, qui a battu un travail formidable. Et en passant, je salue principalement l'inspection générale des finances, qui est aujourd'hui au devant de la scène. Qui a du vent en poupe, comme on dit. Du vent en poupe, qui s'est fait reconnaître de par le mérite du travail qu'elle a abattu depuis l'année passée. Et je pense que nous devons davantage encourager les Congolaises et les Congolais à soutenir cette institution comme d'autres institutions publiques qui sont créées et qui fonctionnent, bien sûr avec encore beaucoup de difficultés, pour pouvoir contribuer à cette œuvre grandiose qui est la lutte contre la corruption, que le chef de l'État appelait la lutte contre les antivaleurs. Et donc, ces genres de personnes doivent retenir l'attention de la nation, parce que sans eux, nous ne pourrons jamais mettre fin à cette corruption qui constitue aujourd'hui une menace réelle contre d'abord notre démocratie, ainsi que la corruption est utilisée par certains individus pour corrompre même le processus électoral. Vous savez qu'il continue à se discuter dans notre pays en ce qui concerne un certain nombre de députés ou sénateurs pour savoir si ils bénéficient réellement de la légitimité, étant donné que le processus de leur élection était émaillé des allégations de corruption. Et dernièrement, nous avons encore suivi les mêmes allégations, que ce soit à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat. Et donc, il faut absolument que nous puissions nous mobiliser
en tant qu'institution, représentant des institutions, en tant que citoyens, citoyennes, pour combattre ces fléaux qui détruisent, qui menacent notre démocratie. Parce que lorsque quelqu'un est proclamé comme député d'une circonscription, alors qu'il n'a pas bénéficié en réalité de la confiance de son électorat, de la population, il va se poser un problème de représentativité réelle politique de cette personne par rapport aux aspirations des personnes représentées. Donc ça menace la démocratie. Les gens, l'électorat ne va plus l'écouter. Les gens ne pourront même pas aller vers lui pour lui présenter leurs problèmes. Ils ne pourront même pas les suivre. Deuxièmement, vous savez que la corruption menace même le fonctionnement des institutions. Monsieur l'IGF Adjoint a évoqué ici l'intervention du président de la République, l'impulsion qu'il a donnée pour permettre à cette institution finalement d'accomplir sa tâche dans notre société. Mais si la corruption peut gagner toutes les institutions, tous les acteurs, ça veut dire qu'il n'y aura personne d'autre qui pourra avoir de l'attention par rapport aux institutions de contrôle. Les institutions de contrôle ne pourront jamais bénéficier du soutien de l'autorité politique. C'est pour cela que nous devons la combattre. Aujourd'hui, nous avons des institutions comme la justice. Nous avons l'inspection générale de police des parquets, qui n'arrive pas toujours encore à donner les meilleurs d'eux-mêmes. Également la Cour des comptes aussi. La Cour des comptes, n'en parlons pas. Il y a la Sénaref. Mais, mis à part la Sénaref, qui essaye un peu aujourd'hui de se replacer aussi au devant de la scène, mais la justice, les gens continuent à se poser des questions pour savoir si la justice accomplit réellement sa mission dans la lutte contre la corruption. Pourquoi? Parce que non seulement qu'il y a plusieurs personnes qui sont interpellées pour des faits de corruption, mais au bout du compte, on constate que sur une dizaine de cas, 8, 7 recouvrent leur liberté provisoire. Il n'y a pas d'explication. Ça fait questionner dans la société. Mais en dehors de ça, il y a le manque de moyens aussi que la justice connaît. On ne peut pas faire opérationnaliser la justice si on ne lui donne pas des moyens. Moyens financiers, moyens logistiques. La justice en manque. Je vais quand même vous arrêter, M. Kapemba. Vous êtes société civile, représentant de la population. Vous êtes société civile, plus que député national, c'est vrai, mais vous êtes plus société civile. Vous criez tout le jour. Est-ce que dans ces pays, quand on entend les chiffres publiés par exemple par l'IGF, on entend 400 millions de dollars détournés, on entend 54 millions de dollars détournés, on entend... Est-ce qu'on peut parler du manque de moyens en République démocratique du Congo? Les moyens ne manquent pas. L'État a toujours des moyens. Parce que lorsque on croirait qu'on est dans un pays très riche et où le moyen sont très... Si les individus peuvent détourner 450 millions, 200 millions, c'est-à-dire que l'État a beaucoup d'argent. L'État a beaucoup de moyens. Il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo, nous sommes l'un des pays les plus riches, les plus dotés des ressources naturelles les plus prisées dans le monde. Et donc, nous disponibilisons déjà de ces moyens qui sont à notre portée. Ces ressources font l'objet soit des pillages. Pourquoi? Parce que la corruption continue à gagner presque l'ensemble de nos services de pouvoir public, ou soit que lorsque l'exploitation est réalisée, les revenus sont aussi détournés. Il n'y a pas de contrôle, il n'y avait pas de réaction de la part de l'État, une réaction vigoureuse qui pouvait au moins dissuader ceux qui sont en train aujourd'hui de prendre l'argent de l'État. C'est vrai que depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi, une impulsion est donnée, mais elle n'a pas encore produit les résultats escomptés. Et la preuve est là, dans l'introduction, vous avez mentionné le fait que la RDC a perdu 2 points, selon le classement de Transparency. Mais comment expliquer que le président est là depuis 2019, depuis le 24 janvier, en 2020, nous puissions encore régresser. Donc ça veut dire que nous n'avons pas fait assez.
Et là, nous devons partager la responsabilité, c'est-à-dire nous, du côté de la société civile, nous devons arriver à nous remettre en cause. Est-ce que nous avons fait assez en termes d'alerte, de lancer des alertes? Voilà, je voudrais justement vous arrêter. Et là, je vais aller vers monsieur le député. Après, ensuite, je vais revenir vers le JF. Monsieur le député, et pourquoi nous avons régressé? Ça, c'est la grande question. En 2019, nous étions à la 168e place. En 2020, nous sommes à la 180e. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je crois que l'intervention de Maître Georges tout à l'heure vous a dit que vous avez fait remarquer que au niveau de l'organisation ou des institutions, des faiblesses notables ont été observées. Vous allez vous rendre compte, et quand nous avons analysé la reddition de comptes 2019, quel gâchis quand on regarde le budget de l'État, que l'instrument de la gestion de la politique de l'État, qui est une loi, les budgets. Quand on vote cette loi, on fait des prévisions en matière de recettes et en matière de dépenses. Et vous savez que notre budget tourne par exemple autour de 4 milliards, 5 milliards. Et moi, je m'en tiens à ces 5 milliards. Vous allez vous rendre compte que des dispositions pratiques ont été prises pour dire, par exemple, je prends un domaine, celui qui vient en vue, le domaine de la pêche et élevage, où on prévoit, par exemple, qu'en 2019, nous devons acquérir 3 bateaux pour essayer d'améliorer la production de poissons. Parce que le peuple congolais a une insécurité alimentaire criante. On prévoit dans le budget de l'État autant d'argent, prenons un chiffre au hasard. Nous disons 30 millions pour acquérir 3 bateaux. Et vous allez vous rendre compte que durant toute l'année, les services d'abord générateurs de recettes qui ont promis, je parle d'abord de 3 régies financières dont nous disposons, la DGDA, la DGI et la DGRAD, et qui vous promettent chacune que je veux mettre à la disposition de l'État 2 milliards, 3 milliards, 1 milliard pour que nous puissions obtenir les 5 milliards. Dans un premier temps, n'arrivent pas à atteindre leurs propres assignations. Vous vous rendez compte? Une direction qui vient, qui dit au gouvernement de la République que je suis capable de mobiliser 2 milliards, que je vais mettre à votre disposition pour exécuter votre politique. Et vous allez vous rendre compte, bon, maintenant la Covid est devenue la raison principale. Tout le monde se cache dorment sur leur laurier, les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire et ils se couvrent derrière la Covid. Je passe. Et avant la Covid, aucune direction n'a atteint les assignations. Vous vous rendez compte que ces mêmes personnes qui n'ont pas atteint les assignations et qui n'ont pas donné les moyens qu'ils ont promis à l'État pour matérialiser la politique, pour mettre en œuvre la politique, ils sont à l'aise. On va entamer notre budget où ils vont vous dire que non, l'année passée j'ai promis 2 milliards, maintenant je vais donner 2 milliards 500. Sans inquiétude, ils sont calmes. Ils se pavanent dans la rue et l'on pose la question. Parce qu'également l'Assemblée nationale, vous député qui êtes chargé de contrôler, de sanctionner, vous ne faites pas votre travail. Pas l'Assemblée nationale, c'est l'irresponsabilité du système, c'est l'irresponsabilité des dirigeants. Ailleurs, quand la direction générale prend l'engagement... Non, je reste dans mon pays. Je vous ai dit au début, on se regarde dans les yeux, on se dit la vérité. Oui, je te regarde aussi dans les yeux. Non, ne dites pas l'irresponsabilité des dirigeants. Que nous sommes. C'est vous également. Oui, vous députés, parlez de vous, députés nationaux, qui ne sanctionnez pas. Parlementaires. Et qui êtes corrompus pour ne pas être sanctionnés. Bien sûr, le terme corrompu, je ne veux pas l'éviter ici. Je ne veux même pas l'esquisser. C'est que la corruption existe d'une manière ou d'une autre. Et elle se fait au vu et au su de tout le monde. Et c'est pourquoi nous avons pris le relais pour dire nous ne devons pas tous être mis dans la même panier. Il faut qu'on s'élève et qu'on dise halte. Trop, c'est trop. Et c'est pour cette raison que vous sentez que le réseau de parlementaires, chaque fois qu'il y a ces genres d'actes,
il s'élève. Et pour ne pas couper mon raisonnement, ce directeur général-là, il est assis, on l'encourage parfois, on le fait partir d'une petite régie pour le mettre dans une autre régie, alors qu'il n'a pas atteint les assignations, il n'a pas aidé la République à avancer. Pourquoi il n'a pas atteint? C'est à lui de se justifier. On doit l'interroger. Le Parlement devait s'occuper de lui pour dire vous n'avez pas été capable de mobiliser. Et le gouvernement, avec des sanctions administratives. Et de ce côté-là, l'impunité a élu domicile dans notre pays, à tout le niveau. Ce qui fait que vous allez vous rendre compte que dans la gestion, là j'étais du côté de la chaîne des recettes. Attends, 2 minutes, une toute petite minute. Allez-y. Là j'étais dans la chaîne de recettes. Et maintenant au niveau de la dépense. Imaginez un peu que cette régie-là, sur 2 milliards, est mis quand même à la disposition du gouvernement 1,5 milliard. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'on a fait de ces 5 milliards? De ces 1,5 milliard. Il a été prévu l'achat de 3 bateaux de pêche, mais on ne privilégie pas ce qui peut favoriser, ce qui peut mettre le peuple congolais à l'aise, c'est-à-dire lui donner à manger, lui donner du poisson, parce qu'il y a des carences de vitamines et tout ça. Non, on va prendre peut-être 1 milliard dans de tralala politique. Au lieu de respecter le rubrique budgétaire, au lieu d'exécuter le budget tel qu'il a été voté par le Parlement, promulgué par le président de la République, vous allez vous rendre compte qu'un ministère qui a eu 300 millions, par exemple, de provisions, j'aime bien les pour le chiffre, hein. Qui va aller au-delà de 300 millions, il débourse 500, 1 milliard avec 1000% de dépassement budgétaire. Et donc, l'absence de la discipline budgétaire, l'absence de la discipline dans la gestion, Monsieur Jean-Pierre, à vous entendre parler, fait en sorte que nous ne puissions pas atteindre les objectifs. Et pour ce faire, à vous entendre parler, je sens un aveu de chèque. Vous avez été élu, vous êtes à votre 3e législature comme député national, vous avez été élu, nous, population, nous vous avons élu pour que vous puissiez, vous êtes notre voix, mais c'est comme si vous êtes incapable de sanctionner. Non, on ne sanctionne pas en désordre. Le Parlement fonctionne selon mais le Parlement congolais n'a jamais sanctionné. Attendez, il fonctionne selon des normes et des procédures. Et nous avions un bureau. Parce que je vais vous donner un exemple moi-même. Depuis 2019, au mois de mai, j'ai déposé une proposition de loi. Les décrets portant modification du code pénal du 30 janvier 1940 relatif à la lutte contre la corruption. C'est en 2019. Et aujourd'hui, nous sommes le 6 mars, je crois. 6 mars 2021. Vous allez me poser la question, vous êtes parlementaire, vous vous êtes engagé à ce que vous puissiez mettre à la disposition du peuple congolais un texte qui doit dissuader tout le monde d'abandonner les pratiques et les anti-valeurs. Posez-vous la question, ce texte-là se trouve où maintenant? Il est bel et bien dans les tiroirs. Mais en tant que parlementaire, on a pris cette option pour aider la République. Mais ce texte n'a pas été voté jusqu'à la date d'aujourd'hui pour empêcher que notre pays ne perde encore 2 places dans le cadre de l'appréciation de la lutte contre la corruption. Vous pensez en ce moment-là que le Parlement n'a pas fait son travail? C'est-à-dire la machine dans son ensemble doit obéir à des règles et à des principes. Le pays que nous qualifions aujourd'hui de pays développés, ce sont des pays qui sont gérés en fonction des principes. On met les principes, on les applique. Et tout le monde est là en bas. Les principes sont au niveau le plus élevé. Maintenant, c'est dans l'application des principes. Et c'est là où maintenant, je veux revenir tout à l'heure à ce que disait M. Georges sur la justice qui doit faire son travail. Vous allez vous rendre compte que la reddition des comptes, quand on analyse le dépassement budgétaire, quand on analyse la non-réalisation, la non-exécution de ce qui a été prévu, en principe, il devait s'en suivre tout de suite des sanctions administratives et des sanctions pénales
tel que prévu par la loi. Mais Alors, la Cour de compte qui doit faire ça n'a même pas encore de magistrats pour faire le Alors, travail. je vais revenir à vous, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct. Si vous nous prenez en cours, nous sommes en direct. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Ne nous appelez pas, envoyez un SMS, un WhatsApp ou bien allez sur les réseaux, nos pages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez poser des questions et vos questions nous arriveront sur ces plateaux en direct. Monsieur Victor, je reviens à vous. Vous avez entendu le député national, vous avez entendu la société civile. Vous êtes parmi le levier qu'a mis en place le président de la République pour lutter contre la corruption. Il y a vous, l'IGF, il y a la CNRF, il y a... bon, j'ai cité également la Cour de compte. Mais pourquoi on n'arrive pas à arrêter la corruption? Comme vous entendez le député, c'est comme si, bon, à l'Assemblée nationale, on ne s'est pas sanctionné. Mais non, vous, ça fait 2 ans que le président de la République est là, mais nous avons perdu 2 places. Nous sommes 10e pays le plus corrompu au monde. C'est-à-dire que vous faites votre travail, vous faites beaucoup du bruit sans que la corruption ne s'arrête. Je crois qu'à travers ce que l'honorable venait de dire, je rebondis un peu à ce qu'il a dit. Pour qu'une personne soit condamnée, il faut qu'une infraction ait été déterminée. Prenons le cas des marchés publics. Il est interdit de recourir au gré à gré de manière illégale. Les conditions sont bien déterminées pour recourir au gré à gré. Dites-moi, quelle est l'infraction quelle est l'infraction qu'encourt, disons, quelle est l'infraction associée au non-recours, au recours abusif du marché à gré, de gré à gré? Quelle est l'infraction? Il n'y en a pas. L'honorable a parlé des régies financières. Quelle est l'infraction liée au fait qu'une personne n'a pas atteint les assignations de recettes qui lui ont été, qu'il a lui-même déterminées? Quelle est l'infraction qui y est liée? Aucune. Donc, il est important aujourd'hui de définir les infractions qui peuvent permettre à la justice de bien condamner les personnes. Ça, c'est le premier élément. Dans ce qu'il a dit... Si je vous entends, si j'ai envie de lire entre les lignes dans ce que vous êtes en train de me dire, vous me dites qu'il y a un problème de loi, des textes en RDC. Il y a un problème de texte. La Constitution dit « Nul ne peut être condamné à une peine qui n'est pas prévue par la loi ». Et pour être condamné à une peine, vous devez avoir commis une infraction. Et les infractions, ce n'est pas vous et moi qui allons décider que tel élément est une infraction. C'est le code pénal qui détermine les infractions. Et je crois que l'honorable a dit qu'il a déposé un projet de... Il est important aujourd'hui que le code pénal soit mis à jour. Il y a des infractions qui existent que nous appelons infractions. Il y a des faits répréhensibles qui existent, mais qui ne sont pas encore érigés en infraction aujourd'hui. Alors, je rebondis à ce qu'il a dit. En ce qui concerne l'exécution budgétaire, il y a un regret tout simplement. Il y a ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Vous savez, aujourd'hui, si vous demandez à un ministre pourquoi vous n'avez pas atteint, il va vous dire non, moi j'ai engagé mes dépenses, j'ai couru derrière le ministère des Finances, j'ai couru derrière le ministère du Budget, et puis bon, les fonds n'ont pas été décaissés, et puis bon, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Avec la gestion axée sur les résultats, malheureusement, elle devait être mise en œuvre à partir de 2018. Cela a été retardé en 2023. Avec la gestion axée sur les résultats, vous-même, vous élaborez le programme. Le Parlement met à votre disposition les moyens. Et vous venez devant le Parlement dire qu'est-ce que vous avez réalisé. Et dans ce programme-là, il y a des indicateurs qui sont déterminés. De telle sorte que si vous venez devant l'Assemblée, on vous pose la question pourquoi vous n'avez pas réalisé les objectifs que vous avez vous-même déterminés, qui ont été approuvés par le Parlement. Le prétexte du ministère des Finances, du ministère du Budget, il vous est ôté. Parce qu'avec la gestion axée sur les résultats, chaque ministre est ordonnateur de ses recettes. Bon, je crois que ce sont les 2 éléments, mais je crois aussi qu'il y a des choses qui sont en train, il y a des choses qui se font. Mais j'ai envie quand même de placer un mot. Quand vous me dites qu'il y a, les textes ne sont pas mis à jour, il y a absence, mais il y a ces infractions de cette corruption où la clameur publique c'est vu au-dessus de tout le monde. On sait que il y a détournement. Je prends le cas de Boukangalozo, par exemple. Là, vous n'allez pas me dire qu'il y a un problème de texte pour... Non. L'inspection générale des finances, lorsqu'elle a fait le travail
L'inspection générale a fait le contrôle de Bukanga Lonzo. Elle n'a pas fait l'audit de Bukanga Lonzo. L'inspection générale a contrôlé le projet Bukanga Lonzo. L'inspection générale des finances, lorsqu'elle fait son travail, elle fait un effort pour que le rapport qu'elle produit soit un rapport béton. Un rapport, je dis bien un rapport béton. Et un rapport qui va dans le tiroir. Non, béton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments que vous y consignez, ce sont des éléments qui seront difficilement renversables. Je donne juste un exemple. On a crié, 205, 153 millions. Ces écarts-là, ok. On a dit, l'inspection générale n'a pas fait son travail. Mais quand vous prenez le travail, le projet Bukanga Lonzo, il y a eu plusieurs paiements. Il y a eu des paiements à Africom qui ont été faits directement à Africom. Il y a eu des paiements qui ont été effectués en faveur des sociétés qui font partie du holding patronné par Africom. Il y a eu des paiements qui ont été effectués en fonction des 3 sociétés qui ont été créées ici sur place. Il y a des paiements qui sont passés par les comptables publics. Est-ce que ceux qui ont avancé le chiffre de 153 millions, ils ont pris en compte tous ces paiements-là? Je ne pense pas. Donc, nous aussi, aujourd'hui, nous disons qu'il y a eu 255 millions qui n'ont pas été affectés au projet. Nous sommes capables de dire à telle date, par tel pays, tel paiement a été effectué en faveur de. Donc, nous nous efforçons en tout cas de faire des rapports béton. Mais nous sommes des officiers de police judiciaire. Le dossier a été transmis à compétence spéciale, pas générale, à compétence spéciale. Le rapport a été transmis à la justice et nous avons des occasions au cours de laquelle nous expliquons aux magistrats ce qu'il en est exactement, quitte à ce que ces personnes-là apportent l'élément contraire. Il faut se dire aussi que l'inspection générale des finances, lorsqu'elle fait elle ne peut pas vous reprocher un fait sans l'avoir porté à votre connaissance. Mais ça sert à quoi de faire le travail, d'enquêter, de produire le rapport et ces rapports qui iront dans des tiroirs et la corruption vit ses beaux jours au pays? Ça servira à quoi? En ce qui concerne la corruption, permettez-moi quand même de relever une avancée qui a été faite au Burkina Faso. Au Burkina Faso, ils ont institué le délit d'apparence. Le délit d'apparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je touche $1000 par mois et que du jour au lendemain, je me retrouve avec un bien qui coûte $100 000, je dois justifier comment est-ce que j'ai acquis ce bien de $100 000. Ce qui n'est pas le cas ici chez nous. Si moi j'ai un bien de $100 000 alors que mes revenus sont de $1000, c'est à vous de prouver que j'ai volé. C'est à vous de prouver que j'ai volé pour que vous puissiez me condamner. Je pense qu'il faut, en ce qui concerne la corruption, il y a lieu de renverser la production de la preuve. Pour moi, il y a lieu de renverser la production de la preuve. Il faut qu'on arrive à rapprocher ce que les individus gagnent et ce qu'ils acquièrent comme bien. J'étais content, je crois que c'est l'avocat général de la CNRF avait rassemblé les conservateurs, il leur avait dit désormais, pour toutes les transactions immobilières qui ne sont pas passées par la banque, vous ne faites pas de mutation. On faut aller plus loin. Lorsqu'on constate qu'il y a eu des transactions financières au niveau des affaires foncières, il faut que ceux qui ont acquis ces biens-là, qu'on leur demande, mon cher ami, comment est-ce que vous avez pu acquérir ce bien-là? Le Burkina Faso a institué le délit d'apparence. Je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on puisse le faire, qu'on puisse instituer le délit d'apparence. La transparence, la société civile a intégré un élément important dans la lutte contre la corruption, la transparence. La transparence. D'ailleurs, on dit finances publiques. Quand on dit finances publiques, il y a public là-dedans. Les finances publiques, ça dit que ce sont les finances de tout le monde. C'est justement dans le cadre de la promotion de cette transparence-là qu'aujourd'hui, l'Inspection générale des finances est en train de publier des éléments, des rapports. Parce que nous nous disons, ce sont des finances publiques. Comme ce sont des finances publiques, la population doit aussi savoir, autant que faire se peut, ce qu'on fait de leurs biens. Donc, si lorsque nous faisons un travail, nous avons la possibilité, après avoir obtenu toutes les autorisations requises, de mettre à la disposition de la population ce qu'il est. Parce que la clameur publique est un frein, est un frein à la corruption. Qu'on le veuille ou pas, la clameur publique est un frein à la
corruption. Et c'est comme ça que vous avez décidé, vous avez décidé de toujours faire la réprobation sociale. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Je sens que vous avez encore des choses à dire. Monsieur Georges Kapemba, quand j'entends Monsieur Jean-Pierre ainsi que Monsieur Victor parler, c'est comme si nous sommes dans un pays où il y a absence de loi, il y a absence de textes. Le texte qui existe aujourd'hui ne sont plus mis à jour, ces textes sont obsolètes. Et ce qui fait que et les corrupteurs et les corrompus, parce qu'ils ont de moyens, ils sont plus forts que ces instruments qui sont chargés de faire la réprobation. Oui, c'est vrai qu'il y a un problème aujourd'hui de la mise à jour des textes parce que, comme l'honorable l'a mentionné, nous l'avons déjà fait connaître dans une brochure que nous appelons « Recueil de réformes prioritaires dans le secteur de la justice et de la lutte contre la corruption ». Et nous mentionnons aussi l'urgence qu'il y a à ce qu'on puisse mettre à jour, adapter, mieux renforcer les cadres de répression pénale des crimes de corruption. Et nous sommes d'accord avec l'honorable, et d'ailleurs la CAJ, nous travaillons avec l'APNAC sur ces points-là, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de comportements aujourd'hui qui sont considérés comme normaux, des actes qui sont apparemment acceptés par certains, qui sont pourtant constitutifs aussi de la corruption et qui ne sont pas sanctionnés en absence de textes appropriés. Et donc, il faudrait qu'on intègre cet élément, sans oublier ce que l'IGF venait de mentionner. Je crois que même l'honorable doit avoir aussi saisi la pertinence de cet élément, les délits d'apparence, mais que nous avons toujours soutenu comme devant faire partie des éléments de surveillance de la vie de certains cadres de l'État. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui, vous avez souhaité que nous puissions nous parler de manière sincère, que certains agents, par exemple des régies financières, puissent mener un train de vie qui dépasse largement leur rémunération. Et nous sommes tous là, nous observons, et ce sont ces gens-là qui, des fois, dans notre société, se font même appeler sous des titres multiples, notamment président. Et ils sont là, ils distribuent même de l'argent. Et on a vu même des gens en train de distribuer de l'argent en devises, même dans dans des enceintes comme enceintes parlementaires. Alors, mais je voudrais revenir quand même sur la responsabilité du Parlement. Vous avez eu raison de mentionner, sans pour autant considérer que l'honorable et son organisation et d'autres parlementaires en sont responsables. Il faut par contre ici mettre en exergue la responsabilité de l'ancien bureau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il n'est pas normal que l'IGF ait mené des enquêtes sur notamment les procès, les dossiers qui a porté sur des détournements dans le secteur de Covid au ministère de la Santé, mais aussi sur d'autres secteurs comme le programme de 100 jours du président de la République. Nous savons tous qu'il y a des ministres qui ont été indexés, soupçonnés d'avoir commis des actes de détournement. Mais comme la loi prévoit que ce sont des privilégiés des juridictions, pour que la justice engage directement des poursuites contre ces gens, il faut qu'on accomplisse une formalité parlementaire, c'est-à-dire lever leur immunité. Les dossiers, le procureur général, ce sont les informations vérifiables. Nous avons obtenu ça. Le procureur général près la Cour de cassation a saisi depuis l'année passée le bureau de l'Assemblée nationale dans sa configuration politique d'antan, mais il y a eu des trafics d'influence politique qui ont fait que ces dossiers n'avaient jamais été soumis à la plénière pour l'adoption, c'est-à-dire d'élever l'immunité de ces ministres afin qu'ils puissent rendre compte à l'État. Et donc, nous, en tant que société civile, nous condamnons ce genre de choses. Et les parlementaires, ceux qui étaient membres du bureau définitif sortants, qui se sont illustrés par cet acte-là, se sont rendus complices aussi des actes de corruption ou de détournement qui sont reprochés à ces ministres. Parce que c'est une obstruction à
l'administration de la Mais justice. quand je vous entends parler, il y a un cas qui me revient en tête. Je prends les cas, je prends les cas du ministre John Toumba. Voilà, Donc, la c'est justice ça. avait demandé la levée d'immunité. Les immunités ont été levées, mais jusqu'aujourd'hui. Non, 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 non. Pour John, l'immunité n'a jamais été levée. C'est parmi les dossiers qui moisissent toujours, comme je crois l'honorable a parlé ici, s'agissant de la proposition de loi portant la modification du code pénal. Ça, c'était parmi les dossiers qui avaient été classés au tiroir ou dans les tiroirs par l'ancien bureau, et nous regrettons ce comportement. Et je crois que ce genre de députés, nous devons, nous, citoyens, citoyennes, les connaître. Les indexer de sorte qu'en 2023, s'il y a encore d'autres élections, que les citoyens puissent se méfier d'eux. Parce que leur action sur terrain, leur action dans le cadre de la gestion de l'État a été négative. Le problème, c'est pas que dans ces pays, on a plus des hommes forts qui ont beaucoup de moyens et que la justice et autres, le problème n'est pas en mesure de le sanctionner. Ça s'ajoute aussi comme un des phénomènes. Un des phénomènes, mais qui peut être toujours... J'ai pas envie de dire la faiblesse de notre justice sur ce non, point-là. non, non. Nous savons que ça... Aujourd'hui, vous avez constaté, par exemple, qu'en ce qui concerne l'IGF, mais depuis que l'IGF a commencé, conformément au principe de la transparence et de redevabilité, parce que comme l'IGF a dit, le travail qui est réalisé par eux, c'est avec les moyens des contribuables congolais. C'est nous, les Congolais, qui contribuons par les impôts, les taxes, pour permettre à nos services de fonctionner. Et donc, les responsables de ces services ont l'obligation de nous rendre compte. Et c'est à ce titre-là que l'IGF rend compte, ne fût-ce que de manière un peu sommaire, sur les résultats de ces enquêtes. Mais vous avez vu les tollés que ça a provoqué du côté des personnes qui sont directement impliquées dans ce genre de choses. Ils n'ont même pas hésité à utiliser encore les moyens qu'ils ont pris de manière frauduleuse au trésor public pour engager d'autres Congolais. Même dans les secteurs de la société, certaines organisations ont été utilisées, certains médias, journalistes ont été utilisés pour commencer à dénigrer l'IGF. Ils en font les mêmes aussi contre la justice. Vous avez suivi comment est-ce que les parquets généraux de Kinshasa, Gombe, de Matete ont été pris à partie par un groupe d'individus pour démontrer tout simplement que le travail qu'ils étaient en train de faire était totalement politique. Tout ça s'est mené tout simplement parce qu'il faut freiner l'élan de la lutte contre la corruption. Mais je rappelle ici, en tant qu'un des acteurs de la société civile, que la corruption est une menace aussi contre les droits des citoyens, contre les droits politiques et civils. Je l'ai mentionné ici, que contre la démocratie, lorsque les gens utilisent l'argent qu'ils ont obtenu par des voies de corruption, détournement, pour corrompre et gagner des postes, mais ils détruisent même l'essence de la démocratie. Ce sont des droits politiques. De sorte que l'élection ou les élections risqueraient de devenir comme une simple formalité dans notre pays. Et donc nous devons faire attention. Mais sur le plan des droits économiques et sociaux, culturels. Mais c'est de la même manière. Lorsque vous regardez dans les projets 100 jours, et que les gens se sont eux-mêmes transformés en millionnaires avec l'argent qui devait servir à construire, à aménager des routes, à faire aménager des écoles et aussi des hôpitaux. Et nous nous sommes retrouvés avec Covid, comme l'honorable l'a mentionné ici, avec des hôpitaux, en réalité des hôpitaux mouroirs. Parce que nous sommes rendus compte que finalement dans ces pays, nous n'avons plus d'hôpitaux publics, au vrai sens du mot, qui ne pouvaient pas offrir aux Congolais des soins médicaux appropriés pour faire face à la Covid. Les respirateurs. Mais c'était devenu ici comme un bien de grande valeur par rapport aux richesses que la RDC regorge aujourd'hui, et notre pays, notre gouvernement, avait été dans l'impossibilité d'en acquérir même pour toutes les provinces. Et donc, ce sont des situations qui doivent nous interpeller, et ça nous interpelle tous les jours, et nous disons que les hommes et les femmes qui sont engagés, qui ont accepté de servir la nation, soit comme députés, comme au cadre dans l'administration, comme l'IGF le fait, ou soit comme magistrat,
ou à n'importe quel degré, nous devons servir les pays avec patriotisme. Mais pour le faire, nous devons nous engager dans la lutte contre la corruption. Parce qu'il y en a qui pensent que le fait de voler l'argent, construire un immeuble, acheter des voitures, c'est déjà suffisant. Mais vous ne devez pas être content lorsque vous avez tout autour de vous des gens, comme ce que l'IGF, l'exemple qu'il a donné, d'une maman qui va ramasser les têtes des poissons jetés pour revendre. Et est-ce que nous pouvons être fiers d'assister à ce genre de scène? Je vais donner la parole à Jean-Pierre, qui est le député national, mais la même façon que ce que vous êtes en train de dire est vrai, mais le même personne indexée par les trésors américains, aujourd'hui, ils reviennent avec un projet Yabiso dont, à Cache vous vous soutenez, c'est-à-dire que vous soutenez le corrupteur. Je ne le dis pas, mais bon, ok. Je peux répondre parce que c'est... Vous allez répondre tout à l'heure. Ah, d'accord. Jean-Pierre. Oui. Honorable, c'est comme si... Je reviens toujours sur cette question. C'est vrai, vous êtes en train de faire un effort pour vous dédouaner avec votre association, mais député national aujourd'hui, moi, population, je ne suis pas fier de vous. Très bien. C'est normal que vous ne soyez pas fiers de nous parce que le gouvernement actuellement ne répond pas aux préoccupations de la population comme il se doit. Ce qui veut dire quoi? Je vous ai parlé tout à l'heure de grandes nations qui se développent sur base des principes. Et en ce qui nous concerne, les principes, c'est quoi? C'est le Parlement qui vote les lois. Et il prend ces lois, il les met à la disposition du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui doit exécuter, qui doit mettre en application ces lois. Et le Parlement devient maintenant le gardien, le surveillant, qui doit s'assurer que ce qui a été prévu, ce qui a été organisé, doit s'exécuter conformément à la prévision. Et donc, sur ce plan-là, vous avez senti que tout à l'heure, l'IGF vous a dit qu'on voit quelqu'un qui est nommé, récemment nommé, membre du gouvernement, dont on connaît les émoluments. Et vous voyez, il construit brutalement. J'utilise un terme qui peut peut-être aider les téléspectateurs à comprendre. Brutalement. Il commence aujourd'hui, demain, le lendemain, et on monte. Il n'est même pas inquiété. Et personne ne lui pose la question. Au niveau des textes juridiques, il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Et c'est pour cette raison que nous disons, nous n'allons pas continuer à nous plaindre. Mais pourtant, étant donné que les systèmes... Laissez-moi vous donner l'élément fondamental. Les systèmes antérieurs fonctionnaient de telle manière que nous avons mis un gouvernement en place. Quelles que soient les bêtises commises par ces gouvernements-là, parce que nous sommes la majorité, celui de l'opposition qui dénonce un détournement, qui dénonce le non-respect des textes, qui dénonce un acte répréhensible. Non, parce qu'il est de l'opposition, au niveau du Parlement, on protège celui qui est de la majorité. Vous comprenez qu'en ce moment-là, le Parlement lui-même devient inutile. Et c'est pourquoi maintenant, avec le vent actuel, quand on parle par exemple de l'union sacrée, je suis en train de me dire que ceux qui se battent aujourd'hui pour qu'ils soient dans le gouvernement Sama Lukonde, ils doivent réfléchir deux fois. Parce que nous supposons que le Parlement qui va démarrer le 15 mars, c'est un Parlement qui va exécuter l'article 100 de la Constitution. C'est-à-dire répondre... C'est le même Parlement avec les mêmes acteurs. Mais avec un nouvel état d'esprit. C'est le même Parlement composé de mêmes députés de la majorité, mais qui ont répondu favorablement aux changements prônés par les systèmes politiques. Nous allons le vérifier. Pourquoi je suis en train de dire cela? Sur le plan systémique, si les principes sont faits pour les faibles, vous pouvez tout dire. Vous verrez que même la justice elle-même va être utilisée pour protéger les forts. Et en ce moment-là, nous n'allons pas atteindre le résultat. Les corrupteurs et les corrompus sont très intelligents.
Ils sont très félins. Et c'est pour cette raison que nous disons, le Parlement qui va ouvrir les portes le 15 mars va d'abord s'asseoir sur les réformes essentielles qui doivent apporter des réponses à court terme, à moyen terme, à la population, avant de parler du long terme. Et c'est pour cette raison que nous disons que les vrais problèmes dans la gouvernance de ce pays résident sur l'homme congolais. Et une fois, j'avais demandé, par exemple, qu'on puisse formater l'homme congolais et qui doit faire ce travail au premier plan, parce que dans la lutte contre la corruption, il y a deux axes principaux. Il y a la prévention, il y a la répression. La société civile a prévenu depuis de longues haleines. Au stade actuel, je pense qu'on a les gâteaux d'un côté, il faut avoir de l'autre côté la choucroute. Qu'est-ce que je veux? Pour l'instant, c'est la répression qui doit servir, n'est-ce pas, pour essayer un peu d'endiguer. Parce qu'aujourd'hui, dans la tête du Congolais, quel que soit son rang, je parle de la base au sommet et du sommet à la base. Tout le monde a l'impression que s'il n'a pas été corrompu ou s'il n'a pas corrompu, il ne peut pas vivre. C'est les degrés. Même à l'école, la corruption. À l'école, je dis à tous les niveaux. Je n'épargne personne parce qu'au stade actuel, avec l'argent, on peut acquérir un diplôme. Avec l'argent, on peut acquérir un jugement. Avec l'argent, on peut acheter même le niveau mental de quelqu'un. Voilà les degrés de corruption qu'a atteint notre pays. Et c'est pour cette raison, je dis, en regardant maintenant le président de la République, pour dire, quand il met sa main comme ça, je dis, ça signifie full stop. C'est-à-dire, nous en avons fait assez. Il faut un moratoire. Le moratoire peut être de 3 mois, il peut être de 6 mois. On appelle les opérateurs économiques qui investissent en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, voilà un pays si riche avec toutes les potentialités. Vous voulez investir, respectez les règles du pays. On appelle les agents publics de l'État, l'administration. Messieurs, vous êtes à la DGI, vous êtes à la DGRAD. Voilà, les frontières sont là, la douane est là. Vous allez à Kasumbalesa, vous allez au Congo central, vous allez à Aru. Mais que font les généraux à Kasumbalesa? Ils font quoi là-bas? Parce qu'on doit avoir seulement 4 services. Si je me rappelle encore, j'ai encore bonne mémoire des textes de notre pays. Il n'y a que 4 services qui peuvent opérer à la frontière. Mais vous trouvez là-bas un général avec des galons. Au lieu d'être à Beni, au lieu d'être à Rutshuru, il est à la frontière. Il fait quoi là-bas? Maintenant, qui punit? Qui interpelle ce général-là? C'est ces systèmes-là. Tant qu'on ne touche pas au système, la volonté politique exprimée aujourd'hui par le président de la République mérite tout le soutien. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes en train de féliciter l'IGF. Attention, hein, monsieur l'inspecteur général, vous n'allez pas dire que vous avez atteint l'apogée. Non, au contraire, vous n'avez pas encore commencé. Juste, vous n'êtes encore au début. Parce que ce soit l'IGF, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit la police des parquets, tous ces services-là doivent être mis en exergue aujourd'hui. Lorsque la CAGE dénonce, lorsque la PNAC dénonce, lorsque la LICOCO dénonce, en vertu de quelques textes qui existent, on doit interpeller, vérifier les faits. Oui, et quand les faits sont vérifiés, et celui qui a été dénoncé n'a pas commis d'infraction, on l'encourage, on le félicite et on lui dit allez de l'avant, continuez. Quand je parle des opérateurs économiques... Aujourd'hui, demain, vous n'aurez plus d'excuses parce que avec l'avènement de l'Union sacrée, la majorité qui a été pratiquement recadrée aujourd'hui, vous devez une mise à jour de pratiquement toute cette loi. Et demain, vous n'allez pas me dire va permettre, monsieur le journaliste, qu'on arrête avec la pédagogie. Nous avons connu l'encadrement pédagogique. Maintenant, il faut la sanction. La sanction peut être positive ou bien elle peut être négative. La sanction positive, c'est pour encourager ceux qui aiment la République, qui se mettent au service de la République et qui servent cette République de telle manière qu'elle puisse se réveiller.
Par contre, tous ceux qui sont en conflit avec la loi, tous ceux qui ne permettent pas à ce que l'on puisse, par exemple, ramasser toutes les recettes dont la République a besoin pour qu'on puisse exécuter le programme de la République, non seulement ils doivent être entendus par la justice, non seulement ils doivent être condamnés pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Non, la première chose à faire, une fois que quelqu'un est condamné, on doit d'abord récupérer au double ce qu'il a pu retirer du trésor public. On doit récupérer, rendre ça au trésor public, on l'envoie dans un centre de rééducation pour le formatage, comme on en a ici sur 24 novembre. Et une fois qu'on a récupéré, vous savez l'exemple que je donne le plus simple aujourd'hui pour arrêter la corruption. Très rapidement, ouais, très rapidement, on va terminer Passi par là. Pamba détourne l'argent de la République. Aussitôt que la justice met la main dessus, on le condamne. On récupère d'abord les biens volés, on l'isole un peu pour qu'on puisse formater son esprit. Dans les 5 jours qui suivent, avec sa tenue de la prison, on le voit là-bas en train de ramasser les immondices. Parce qu'on avait un régime de fort, hein, de plus fort. On l'envoie ramasser les immondices sur la place publique. Caméra à l'appui. Je pense que tous ceux qui seront dans leur bureau, tous les autres qui s'amusent avec les deniers publics, et tous les autres qui n'ont pas encore compris qu'il nous faut cette République qui doit être très forte, je pense, le deuxième, le troisième individu, de cravate, comment on les appelle, de Koulouna, en cravate. Quand on fait ça, une première fois, une deuxième fois, je pense que tout le monde va réajuster son tir et reviendra à l'ordre. La sanction, la lutte contre l'impunité doit être le leitmotiv et du Parlement, et du gouvernement, et de l'UGF, et de la Cour des comptes, et de la CNRF. Toutes ces structures de contrôle, maintenant, doivent se mettre à l'œuvre, surtout pour déraciner les antivaleurs qui se sont érigées en mode de gestion dans ces pays. J'insiste, j'espère que vous allez devoir mettre à jour les textes de la République. Parce que mais bien sûr, sans vous couper la parole, regardez, j'ai tout un arsenal ici. Il faudrait les dire. Il y a la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier. Celui-là est déjà envoyé à la commission PAJ. Je crois qu'on va débattre. Alors, la proposition de... Il y a toute une série que le réseau de parlementaires a déjà préparé. Donc nous avons environ 6 lois. Et la dernière loi, c'est la proposition de loi portant protection des dénonciateurs, de témoins, des experts et victimes de corruption. Donc nous avons tout un arsenal juridique. C'est ça le travail du réseau des parlementaires. De sonner, de tirer la sonnette d'alarme, de veiller, de mettre des textes. Et je crois que ce Parlement ici va se mettre au boulot pour que demain nous puissions quitter cette place-là. J'espère bien que tous les députés pourront réfléchir comme vous, parce qu'il faudrait les dire aujourd'hui, hein, on ne se rend pas compte, le code de la route qu'on utilise en République démocratique du Congo date de 1975 et 1976 par là. C'est-à-dire, imaginez, aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué sur nos routes et nous continuons à utiliser un vieux code de la route. Monsieur l'inspecteur général des finances, on va prendre les questions de téléspectateurs. Il nous reste plus que 20 minutes. Hein. Le temps nous fait défaut. On va prendre les questions de téléspectateurs. Je reviens à vous, juste le temps de faire parler l'inspecteur général des finances. Quand je regarde les questions de téléspectateurs, la plupart, ils disent que vous faites des enquêtes, vous faites des rapports. Je résume un peu en gros. Hein. Ils prennent le cas égal, on prend le fonds Covid. Parlons justement de ces fonds Covid, parce qu'on parle de la corruption. Je ne dis pas que vous avez été corrompu, mais vous faites votre rapport et puis vous nous dites que quelqu'un aurait retourné l'argent et puis le dossier est clos. C'est là où on se pose des questions maintenant. Non, le dossier n'était pas clos. Déjà, quand l'équipe était sur place là-bas, lorsqu'elle avait constaté qu'il y avait des fonds qui étaient destinés au paiement des primes, les fonds décaissés dépassaient le montant qui était requis. Déjà à l'époque, on avait demandé à ce que ces fonds soient reversés. Mais ce qui était quand même étonnant, au ministère de la Santé, il existe un comptable public. Nous étions surpris de lire une lettre par laquelle il était demandé au ministre des Finances d'expliquer comment est-ce que les fonds devaient être versés au Trésor public.
Et l'IGF a applaudi que les fonds soient déversés au trésor public. Non, que l'IGF, il est récupéré, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, est-ce que le remboursement... Mais il y a déjà eu faute. Le remboursement n'exclut pas l'infraction. Mais dans le cadre de la lutte contre la corruption, il y a quand même un élément important que je veux... Ceux qui ont étudié la corruption ont défini ce qu'on appelle le triangle de la fraude. Le triangle de la fraude, c'est quoi? Le sommet, ce sont les pressions. C'est-à-dire qu'il est besoin que les gens reçoivent, peut-être parce qu'ils sont sous-payés, peut-être parce qu'ils aspirent à une vie meilleure. Donc, ils ressentent un besoin financier. Ça, c'est le sommet du triangle. La première base du triangle, c'est ce qu'on appelle l'opportunité. L'opportunité, c'est-à-dire qu'ils trouvent une faiblesse dans le système de contrôle interne. Dès qu'ils trouvent une faiblesse, ils en profitent. Il fraude. Et la deuxième base du triangle, c'est la rationalisation. C'est-à-dire que celui qui a volé, celui qui s'est fait corrompre, rationalise, c'est-à-dire qu'il se convainc que ce qu'il a fait n'est pas mauvais. C'est le genre de phrase, tout le monde fait ça. En réalité, ce sont des réflexes de rationalisation pour dire en fait ce que je fais n'est pas bon. Donc il y a une action importante qui doit être menée pour briser ce triangle de la fraude, c'est agir au niveau de l'opportunité, agir au niveau du contrôle interne. Et j'ai parlé d'une ordonnance que le chef de l'État a signée en septembre. Dans cette ordonnance-là, il y a le volet auditeur de l'inspection des finances qui est mis en exergue, cela par l'érection d'une brigade. Nous avons une brigade d'audit. La brigade d'audit, son travail, c'est apprécier le contrôle interne dans les différents... Parce que si le contrôle interne il est efficace, vous avez beau subir des pressions financières, mais si le contrôle interne il est efficace, l'opportunité ne se présentant pas, vous ne serez pas corrompu. C'est ainsi que dans le cadre justement du renforcement du contrôle interne, il y a un programme avec le COREF, le Comité d'orientation de la réforme des finances publiques, un programme de l'audit basé sur les risques. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ministères dans lesquels l'inspection générale des finances est passée pour élaborer la cartographie des risques. La cartographie des risques, c'est quoi? Un risque, c'est tout ce qui peut empêcher la réalisation des objectifs assignés. Il y a un certain nombre de ministères dont nous avons fait la cartographie des risques et nous pensons que dans le long terme, cela pourra produire des résultats. Alors, j'ai une centaine de messages ici, mais bon, je vais prendre la volée comme ça. Je les lis, tel que le directeur l'a écrit. Il dit « La police judiciaire de parquet et son service antifraude » c'est une question à vous. La police judiciaire de parquet et son service antifraude ont des agents capables, bien formés, qui peuvent lutter contre ces fléaux qui est la corruption, s'ils sont appuyés par le gouvernement. Or, l'IGF n'est pas un service de répression, est un service d'audit interne. Il doit travailler avec la police judiciaire de parquet pour bien traquer les auteurs des infractions. ANER et autres services de renseignement civil, des MEAP militaires, lutter contre la corruption et la fraude et à la police judiciaire et non à l'IGF. Je crois que l'honorable a dit, vous savez, il a dit ici, le corrupteur et le corrompu sont intelligents. Donc il faut arriver à démêler, le mécanisme mis en place. Bon, je crois que je ne suis pas juriste, mais je sais qu'en droit administratif, les compétences sont d'attribution. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez eu cette attribution-là. L'IGF ne peut pas avoir la prétention de seul lutter contre la corruption. Je vous donne un exemple. Quand il dit la police judiciaire des parquets, c'est une possibilité. Mais moi, je discutais avec un inspecteur judiciaire. Il m'a dit, je suis allé sur Internet, j'ai trouvé que cette société-là, dans son rapport aux actionnaires, avait ressorti un bénéfice différent de celui qui a été déclaré. Moi, je lui ai dit, monsieur l'inspecteur, attention, ça dépend de quelles normes on a utilisées pour élaborer
les états financiers. Vous savez qu'il m'a demandé une norme, c'est quoi? Donc je crois que ce n'est pas un problème de dire tel service est plus capable que tel autre. Chaque service, dans son cadre, doit procéder à un renforcement des capacités. Le renforcement des capacités. Personne dans ce pays ne peut prétendre lutter seul contre la corruption. L'honorable a parlé d'une loi, d'un projet de loi de protection des dénonciateurs. Vous savez que c'est... D'abord, la corruption, c'est restreint. Ce qui procède, c'est vraiment un cadre restreint. De telle sorte que si l'information filtre, il est facile de dire non, ça ne peut venir que de tel ou tel. Il y a des pays qui ont mis en place des mécanismes de protection des dénonciateurs. Le dénonciateur, s'il se sent protégé, il franchit le Rubicon. Mais si ce qui n'est pas protégé, il ne va pas le franchir. Il y en a qui procèdent à un changement carrément d'identité. On vous donne une autre identité et puis c'est... Il y en a qui mettent en place des mécanismes d'anonymat. Il y a même des nations qui ont signé des contrats pour extrader les dénonceurs. Quelqu'un qui a RDC, il dénonce, la RDC s'entend avec la Belgique, comme il a dénoncé ici, on l'expatrie. Donc je ne pense pas que ce soit un problème de monopole de tel ou tel service, que chaque service, dans ce qu'il fait, procède à un renforcement des capacités et lire pour être à jour. Alors, tant que nos textes seront obsolètes, tant que nous n'aurons pas des textes... alors, ce qui veut dire que vos rapports, vos enquêtes resteront de lettres mortes. Non, il y a un procès qui s'est ouvert hier. Il y a un procès qui s'est ouvert hier à la prison centrale de Makala. Quel a été le déclencheur de ce procès? À l'EPST, on a constaté que le chef de l'État a décrété la gratuité de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement primaire. Moi, j'ai eu à faire à l'époque la cartographie du SECOPE. On avait relevé qu'il y avait beaucoup d'enseignants au niveau du SECOPE qui prestaient, mais qui n'étaient pas pris en charge financièrement. Lorsqu'on a finalement décidé d'envoyer une mission de SECOPE, on a constaté qu'il y a de nouvelles unités qui ont été prises en charge et qui sont payées, alors que ceux qui étaient là avant, qui travaillent depuis des années, ne sont pas payés. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça pourquoi. Mais c'est quand même bizarre qu'on ait ouvert le procès Sekopé alors que Boukangalonzo, qui est avant Sekopé, on n'a pas encore le procès. Bon, là, on n'est pas encore sur le procès égal. Il y a tellement. Bon, je ne suis pas dans le calendrier. Je ne suis pas dans le calendrier de la justice. Peut-être parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ici que la Banque mondiale a décidé de ne pas donner 100 millions de dollars parce que finalement, vous savez, le contrôle produit ce qu'on appelle l'assurance raisonnable. Lorsque vous contrôlez, c'est-à-dire que vous voulez vous assurer que les biens et les moyens qui sont mis à la disposition de la structure sont utilisés à bon escient. Très bien, il nous reste 3 minutes, on va terminer. Monsieur Kapiamba, une question pour vous. Bonjour, une question à Monsieur Kapiamba. Je constate qu'il ne travaille plus comme il faut, comme il le faisait pendant le régime passé. On dirait que dans le régime, tout est rose. Il est presque silencieux et le pays va très mal. Non, je crois que celui qui a posé la question a une mauvaise perception. Ce n'est pas les Kapiamba qu'on a connus. Non, nous restons les mêmes. Nous continuons à travailler avec tous les autres partenaires. La PNAC, nous accompagnons, nous soutenons le travail de l'IGF, Senaref, la justice. Nous restons toujours mobilisés autour de ces valeurs qui sont essentielles pour le bien-être de notre peuple. Mais je voudrais revenir à la première question pour vous dire que l'année passée, avec Honorable et d'autres compatriotes, nous avons réfléchi, l'IGF était là à faire l'exposé sur ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes du contentieux passé. Parce que nous devons reconnaître qu'il y a eu des problèmes, mais l'État ne peut pas aujourd'hui penser mettre tout le monde en prison. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, comme l'Honorable a dit, il faut qu'on prenne une décision politique, comme les autres États l'ont fait, notamment l'amnistie fiscale sur une période, ce qui va obliger les personnes concernées à devoir payer à l'État ce que l'État, le gouvernement conviendra avec eux comme proportion convenable. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous pensons soutenir et encourager les opérateurs, les sociétés qui commencent aujourd'hui à se mettre dans la ligne
droite de respecter les lois de notre pays, notamment la société que vous avez citée, mais aussi les sociétés télécoms qui doivent ouvrir leurs capitaux, par exemple, de 30% aux personnes congolaises, dont 5 à leurs travailleurs, et comme la société avec Yabiso qui ouvre son capital aux Congolais. C'est une bonne chose. Alors que le propriétaire de cette société a été indexé par les trésors américains. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Non. Voilà la on a terminé les gens ne comprennent pas. Très vite. Oui, trop vite. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ceux qui sont sur le territoire congolais doivent d'abord obéir aux lois congolaises. L'article 71 bis du Code congolais impose aux sociétés minières étrangères qui exercent sur le territoire national d'ouvrir leurs capitaux aux Congolais, aux personnes physiques congolaises. Lorsqu'une société prend cette décision pour se mettre en adéquation avec les codes miniers, nous devons les soutenir, ainsi pousser aussi les autres sociétés à suivre cet exemple comme une bonne pratique. Voilà. Allez, on va terminer. Je crois qu'on aura organisé une autre émission. Cette émission ne finira jamais. On sent qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je regarde sur notre téléphone. On a une centaine de messages, vos messages. Je crois qu'on aura organisé une autre émission. Avant de prendre le mot de la fin de chacun des invités sur ce plateau, je vais commencer par M. l'inspecteur. Nous avons le principe dans cette émission, lorsqu'un invité vient pour la première fois, je vais vous donner ça. Je vais commencer par vous. Je vais vous donner ça. Vous allez choisir, on va se lever, vous allez choisir ou vous allez écrire tout ce que vous voulez. Okay. Ça sera, nous allons garder ça pour la procédure. Ce sera votre signature dans notre livre d'or qui est, allez-y, choisissez où vous voulez, écrivez ce que vous voulez. Pendant que M. Jean-Pierre, on va se lever pour terminer. On va prendre le mot de la fin pour aujourd'hui. En attendant qu'on organise une autre émission sur la corruption, parce que ce n'est pas normal, avec tous les efforts qu'a fait le président de la République, que la République démocratique du Congo continue à être le 10e pays le plus corrompu au monde. On va terminer pour aujourd'hui. Le président de la République a donné le ton. Il a démontré sa vision. Il revient au peuple congolais de s'approprier cette vision et de pouvoir la mettre en pratique. J'insiste sur le fait de l'homme congolais. Les Congolais doivent apprendre à aimer son pays. Il doit apprendre à aimer la population. Parce que quand vous aimez votre pays, quand vous aimez vous-même, vous ne pouvez pas vous faire du mal. Or, la corruption, c'est tout ce qu'il y a de plus crapuleux sur cette terre que tout homme normal devait essentiellement éviter. Et donc, c'est de la pourriture. Et quand ça se fait au sommet de l'État, jusqu'à la base, sans la moindre sanction, voilà le message le plus fort. Ce que nous devons tout simplement combattre l'impunité sous toutes ses formes et en voulant transformer l'homme congolais. D'accord, merci beaucoup. Je vais vous donner ça. Vous allez faire le même exercice. Vous allez écrire tout ce que vous voulez. Non, je ne suis pas l'inspecteur. Allez-y. Mais encore, monsieur l'inspecteur, vous avez écrit quoi? Dites-nous. Moi, j'ai écrit là-bas lutte contre la corruption, combat de tous. Combat de tous, ça veut dire que tout le monde doit s'impliquer dans la lutte contre la corruption. Parce qu'on a toujours l'impression que le combat contre la lutte contre la corruption, c'est un combat des autorités. Non, il y a ce qu'on appelle la petite corruption et la grande corruption. Tout le monde doit s'engager dans la lutte contre la corruption. Alors, un message ce matin pour que nous donnerait le JF? Oui, le dernier mot. Pour aujourd'hui, en attendant qu'on organise notre émission. Oui, le dernier mot pour aujourd'hui. Hein. Mes chers amis congolais, le respect des textes doit nous conduire dans tout ce que nous faisons chaque jour. Des textes qui sont obsolètes, qui n'existent pas. Non, les textes ne sont pas obsolètes. Quand vous prenez la loi sur les marchés publics, c'est la même loi qui existe partout dans le monde. C'est pas une loi sur les marchés qui est obsolète, mais c'est la même loi partout dans le monde. Sauf que nous devons tout mettre en œuvre pour l'appliquer. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Passisa Pamba, qui va me donner... on va le donner à Maître Kapiamba. Vous avez écrit quoi? Allez-y, très vite. Non, j'ai écrit que les changements de mentalité est l'affaire de tous les Congolais. Donc nous devons aimer notre pays. Et c'est de cette manière que nous allons transformer l'homme
et transformer les potentialités en richesse. Et comme ça, le Congolais sera intéressé à vivre dans son pays plutôt que d'errer dans tous les autres pays où il n'y a rien par rapport à la République démocratique du Congo. Et on va terminer avec M. Kabemba. Vous allez nous dire ce que vous écrivez pendant que vous parlez, hein, parce qu'on n'a plus le temps, très vite. On va terminer par là. Donc, j'ai dit que la corruption menace gravement la jouissance des droits humains. Donc, nous devons la combattre farouchement. Et on va signer M. Georges Kapiamba, qui est de l'ACAJ, Association congolaise pour l'accès à la justice. Mesdames, Messieurs, on a pratiquement... C'est votre mot de la fin pour aujourd'hui, M. Kapiamba? Oui, le mot de la fin, c'est que c'est d'abord de féliciter la RTNC pour avoir organisé cette émission très importante qui a mis autour de cette table de discussion des acteurs importants dans la lutte contre la corruption. Mais c'est surtout de rappeler que tous ceux qui cherchent à devenir ministres, mandataires de l'État, mieux responsables d'un des services de l'État, doivent savoir mettre en tête que la corruption menace la jouissance des droits des citoyens, que ce soit les droits politiques et civils, droits socio-économiques, et donc nous devons la combattre. Et nous leur disons, nous restons tous mobilisés avec les autres acteurs pour traquer les corrupteurs et les corrompus, sans oublier les détourneurs. Mesdames et messieurs, aimons ces pays, travaillons pour le bien-être de chaque Congolais et non pour le bien-être privé. On a fini pour aujourd'hui, mais cette émission continuera avec d'autres invités très prochainement. Merci et bon week-end chez vous.